Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur le secteur de la santé. Aujourd'hui, on est le 12 novembre 2020 et nous allons parler de 3 sujets. Le tout premier sujet, c'est pourquoi investir dans le secteur de la santé. Le deuxième, c'est pourquoi le faire avec Cambream, qui apporte une valeur ajoutée unique. Et finalement, on va aborder le troisième sujet, c'est comment Cambream génère un double impact positif pour vous et pour la société dans son ensemble. Mon nom est Renato Guerrero, je suis directeur global de la distribution chez Cambream et je suis aujourd'hui avec Rudy van den Ende, directeur global de notre gestion thématique. Rudy apporte une expertise de 23 ans dans la gestion de fonds santé et 33 ans chez Cambream. Une combinaison parfaite de savoir-faire et de loyauté vers nos clients. Avant de démarrer, je souhaite vous rappeler que Cambream se porte bien, que tout son personnel va bien et travaille en pleine efficacité. Nos performances sont très solides et cela est témoigné par plus de 50 prix reçus depuis le début de l'année. Je suis aussi très heureux de vous annoncer que Cambream a atteint son pic historique d'encours à 135 milliards et je souhaite vous remercier pour votre confiance. Donc, nous commençons maintenant avec notre webinaire et en effet, je souhaite démarrer avec la crise sanitaire. La crise sanitaire actuelle nous a fait changer de perspective sur le secteur de la santé. Et donc, Rudy, ma première question pour toi, c'est qu'est-ce qui fait que ce secteur est vraiment soutenu par des méga-tendances de long terme qui sont très, très fortes? Oui, en effet. Merci, Renato. Et bonjour à toutes et à tous de mon côté aussi. En effet, donc, le secteur soins de santé est un secteur qui est soutenu par des tendances vraiment à long terme. Depuis pas mal de temps déjà, mais aussi vraisemblablement dans le futur. Je vais parler plus tard un peu plus sur l'impact de la pandémie spécifiquement sur ce secteur, mais rappelons peut-être d'abord quelles seraient les raisons d'être intéressé par ce grand secteur très innovateur. Et je passe tout de suite au slide numéro 3, où on a mis quelques arguments sur ce secteur. Je commence par peut-être ce qui est parmi les plus forts, c'est le vieillissement de la population globale. Et chaque argument, on va donner un peu plus de granularité dans les slides suivants. Mais commençons par ceci. Donc, malheureusement, avec l'âge viennent aussi les maladies. C'est typique pour la majorité des maladies. Donc, avec un vieillissement de la population globale, et pas uniquement dans les marchés développés, mais aussi dans des pays comme la Chine. Il faut dire que, malheureusement, éthiquement, malheureusement, le nombre de patients va monter encore. Et le medical need, comme on dit en anglais, il est certainement là. Donc, le besoin de traiter de plus en plus de gens, ce qui, bien sûr, est aussi une opportunité pour des sociétés qui apportent une solution, ou en tout cas des produits qui peuvent aider des patients. Deuxième pilier, c'est l'innovation, parce que il faut soigner les patients, il faut donner des solutions. L'innovation, heureusement, a toujours été assez sur le rendez-vous, sur les médicaments, mais aussi sur ce qu'on appelle la medical technology. Et on va donner quelques exemples brièvement. Et en général, on peut dire que l'innovation humaine, elle est au rendez-vous aussi dans ce secteur-là et donne des solutions donc, sur lesquelles aussi, de nouveau, les sociétés peuvent capitaliser. Il faut aussi voir la rentabilité. Si on regarde côté investisseur, est-ce que ce secteur, c'est un secteur avec une autre rentabilité? La réponse est oui. Et l'argument 3, qui est un peu plus un argument avec un peu de débat, c'est quand même que le pouvoir, on l'appelle ici le pouvoir de fixation de prix, en anglais le pricing power, est relativement fort dans ce secteur. Les nouveaux médicaments sont protégés par des brevets. Et pendant que ce brevet est encore en cours, le prix des médicaments est quand même assez élevé et une rentabilité qui est assez assurée. Dans tout ce qui est technologie médicale, si on pense à
orthopédie, si on pense à la technologie pour des problèmes cardiaques, par exemple, c'est souvent une sorte d'oligopole où quand même l'innovation, l'effort commercial sont considérables, ce qui fait qu'il y a relativement peu d'acteurs et de nouveau, le niveau du pricing reste assez élevé, une rentabilité qui est tout à fait adéquate. Donc, c'est un secteur où, en grande ligne, la rentabilité est certainement au rendez-vous. À ça, il s'ajoute les marchés émergents qui, il y a 10-20 ans, étaient relativement peu importants, mais qui ont quand même pris de l'importance et on va y revenir avec quelques exemples plus concrets. Et un argument intéressant pour quelqu'un qui construit un portefeuille diversifié, c'est que le secteur soins de santé est relativement peu cyclique. Il est relativement peu dépendant de ce qui se passe dans l'économie réelle, le taux d'intérêt, le niveau du dollar. Bon, ça a un certain impact sur la profitabilité, bien sûr, si on exporte beaucoup en zone dollar et le dollar s'affaiblit, ça a un certain impact. Mais en continu, il y a très peu d'impact d'économie, du niveau de l'économie, parce que bien sûr, une maladie, bah, il faut la soigner, même s'il y a une récession, on va quand même traiter le patient. Donc, c'est relativement peu cyclique, mais de nouveau, on donne un peu plus de granularité. Si on bouge au slide 4, commençons avec le vieillissement. Très intuitif, et c'est ce qu'on appelle si bien en anglais un tailwind, et c'est un tailwind parmi les tailwinds les plus fiables, parce que bien sûr, les gens qui vont avoir 60 ans, disons 2050, bah, bien sûr, ils sont déjà nés, donc c'est une prévision qui est relativement fiable, et on voit que le nombre de gens âgés à plus de 60 ans va quand même encore croître considérablement, et c'est vraiment quelque chose qui, c'est pas un tailwind pour quelques années, c'est quelque chose qui supporte ce secteur pour des décennies à venir, comme ça a déjà été le cas dans le passé, mais ce sera certainement ou quasi certainement le cas aussi dans le futur. Et au slide suivant, on explique un peu mieux à quel point c'est important. Et vous voyez à gauche, l'image à gauche, c'est les dépenses en soins de santé par tête de la population. C'est des chiffres au Canada, mais c'est plus ou moins la même chose partout. Donc, l'axe vertical vous donne les dépenses par tête de la population et l'axe horizontal vous donne simplement de age group, donc l'âge des gens dans cette population. Et vous voyez que clairement, à partir de 60 ans, eh bien, malheureusement, les maladies commencent à être au rendez-vous et c'est quelque chose qui monte alors avec l'âge linéairement, hommes et femmes. Et donc, de nouveau, c'est quelque chose qui clairement dit qu'avec le vieillissement de la population, quelque part, l'opportunité pour ces sociétés est clairement là et le besoin éthiquement et médicalement de traiter ces patients est clairement là. À droite, on veut un peu donner un peu plus de détails sur l'effet des marchés émergents. Et vous voyez là, à l'axe horizontal, c'est une idée donc du niveau de développement économique d'un pays. C'est ici le GDP per capita, par tête de la population, le produit national brut. Et à l'axe vertical, c'est les dépenses, de nouveau en soins de santé, mais ici exprimées comme pourcentage du produit national brut des pays. Et bon, la corrélation, elle n'est pas parfaite, mais vous voyez quand même qu'avec un niveau de richesse, de développement d'un pays, en général, les dépenses en soins de santé montent aussi parce que la population désire simplement avoir accès à des nouvelles technologies, des médicaments ou des technologies. Et en général, donc, le niveau de remboursement dans ce pays va monter aussi et de plus en plus de gens auront accès à une technologie, à des médicaments modernes et adéquats. Donc, marché émergent, assez positive à partir pour le futur encore, mais lié vraiment au stade de développement des pays. On passe à l'innovation. Ici, on montre quelques exemples. Donc, on n'aura pas le temps d'aller vraiment en détail. Mais un exemple en ce qui s'appelle technologie médicale, c'est la chirurgie robotique, ou plutôt assistée par des robots. Et vous voyez le robot à droite là, c'est le Da Vinci de la société américaine Intuitive Surgery. C'était une des meilleures actions des 10 dernières années. Et c'est un exemple où vraiment, avec
artificielle, intelligence artificielle et technologie moderne, on peut vraiment améliorer l'outcome de pas mal d'opérations donc de chirurgie. Et c'est aussi un système qui apprend. Donc, l'intelligence artificielle va vraiment, pour chaque opération qui est d'exécuter, vraiment quelque part regarder ce qui s'est passé et mettre ça en mémoire, comparer avec des millions d'autres cas et quelque part suggérer des améliorations et tirer des conclusions. Donc, c'est une approche qui a bien fait aussi au stade commercial, ce qui explique bien sûr le succès de la société en bourse. Et brièvement au slide numéro 7, là on parle du progrès en termes de design de médicaments. Et juste à titre illustratif ici, ce que vous voyez ici, c'est une cellule de cancer, de lymphome. Et vous voyez toutes sortes de structures sur cette surface. Et ces structures peuvent être tout à fait spécifiques à ce type de cancer, ou même au stade du cancer, ça peut être assez spécifique. Et on fait maintenant des médicaments qui vont vraiment spécifiquement s'attacher à cette structure, comme une clé dans une serrure, et commencer toute une série d'interactions qui finalement résultent à la mort de cette cellule de cancer, soit un impact direct, soit en recrutant le système immunitaire du patient. Ici, c'est la société Morphosis qui est active là-dedans, mais il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, les premiers médicaments de biotechnologie approuvés dans les années 90, fin des années 90, étaient dans le domaine de l'oncologie et étaient des anticorps qui réagissent sur ce genre de récepteurs, comme on appelle ça, de structures, sur la surface de cellules de cancer. De nouveau, c'est un exemple, mais qui illustre un peu à quel point la technologie et le progrès ont été au rendez-vous dans le secteur soins de santé. De nouveau, en repassant sur le slide suivant au marché émergent, ici, comme exemple, comme souvent, c'est la Chine, bien sûr, qui donne le plus d'impact. Et vous voyez plusieurs chiffres ici. On a les dépenses par tête de la population en absolu. Vous voyez qu'aux États-Unis, c'est amplement plus, bien sûr, qu'en Chine. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire en Chine, malgré un progrès déjà considérable, ce qui est illustré en bas. Vous voyez en bas à gauche, la taille du marché pharmaceutique en Chine, qui a donc depuis pas mal d'années donné quand même une croissance assez stable. Et c'est un peu typique pour le secteur soins de santé. Les taux de croissance sont peut-être pas toujours vraiment les meilleurs comparés à pas mal d'autres secteurs. Si on compare avec les social media ou le cloud computing, par exemple, oui, c'est des taux qui sont plus faibles, mais c'est très constant. Et cette constance, c'est surtout quelque chose qui est au rendez-vous dans le secteur soins de santé, de nouveau supporté par le fait qu'il y a de plus en plus de patients et supporté en Chine par le fait que le gouvernement, les dernières années, a fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'accès de la population, donc en termes de remboursement, l'accès de la population aux technologies modernes. Et vous le voyez à droite, c'est illustré, donc c'est la couverture de certaines assurances sur le National Drug Reimbursement List, qui donne de nouveau à pas mal de gens, de plus en plus de gens, accès à une grande liste de médicaments très modernes et des médicaments au même moment, de temps en temps, c'est au même moment où ici dans l'Ouest, on a accès à ce genre de médicaments, notamment par exemple immuno-oncologie et autres médicaments très récents. Je passe finalement à l'argument final, au slide suivant, le numéro 9. Vous voyez ici, donc on a dit qu'il y a une faible cyclicité. On peut l'illustrer avec simplement la volatilité des bénéfices qui sont gagnés dans ce secteur du soin de santé et comparer ça avec les bénéfices qui sont gagnés dans le S&P 500 en général, donc comme proxy de la bourse en général. Vous voyez ici l'évolution de ça sur une période assez longue, sur 25 ans. Et en bleu foncé, vous voyez pour le Standard & Poor's 500. Donc, c'est une progression très nette des bénéfices, mais avec une certaine volatilité. Toute crise qu'on peut s'imaginer a eu un impact sur les bénéfices, bien sûr. Vous le voyez ici. En bleu plutôt clair, vous voyez les bénéfices pour le S&P 500 Healthcare, donc le secteur soins de santé du S&P 500. Et de nouveau, ça ne veut pas dire que nécessairement il y a une meilleure croissance. Il ne faut pas oublier la croissance du S&P 500 a été tirée
les 20 dernières années énormément par certaines sociétés de technologie, de social media, etc., qui donnent une croissance assez fulgurante. Donc, je ne veux pas nécessairement dire que soins de santé comme secteur a une croissance de bénéfices supérieure, mais vous voyez ici qu'elle est beaucoup plus stable et que l'impact économique est plutôt absent donc dans les bénéfices du nouveau, parce qu'une maladie, c'est quelque chose qu'on va traiter, peu importe l'état de l'économie à ce moment-là. Donc, beaucoup d'arguments, essentiellement démographiques, mais bien sûr avec l'importance de l'innovation et de la technologie. Donc, finalement, on peut se poser la question, parce que ces arguments étaient déjà valables dans le passé, on peut déjà se poser la question, oui, est-ce que quelque part, en termes d'évolution boursière, est-ce que ça se reflète dans le succès du secteur? Et si on passe au slide suivant, vous allez voir que ici, la performance du MSCI World Healthcare, comme proxy de la performance du secteur, comme benchmark a priori, vous voyez en orange ici, ça dépasse nettement l'évolution du MSCI World, comme proxy de la bourse en général, et ça sur une très longue période. Est-ce que c'est tout le temps? Non, parce que vous allez repérer 2006-2007, le secteur soins de santé avait un peu plus de difficultés à suivre la bourse en général. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait moins de maladies, moins de patients? Bien sûr que non. Mais si vous vous rappelez, en 2006-2007, c'était le boom économique, un peu tiré par les mortgages faciles, les prêts hypothécaires très faciles à l'époque, et on sait très bien que ça a résulté dans la grande crise financière de 2008-2009 et qui a duré plusieurs années. Donc voilà, finalement, le secteur soins de santé a de nouveau repris son parcours, qui est un parcours quand même historiquement de surperformance de la bourse en général. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rudy. C'est Renato à l'appareil de nouveau. Tu as couvert le premier bloc du webinaire, notamment pourquoi il est intéressant d'investir dans la santé. Et le deuxième bloc, c'est pourquoi Canream est unique. Et comme on a pu voir ici dans tes slides, il suffit pas d'avoir des compétences financières, il est nécessaire d'avoir des compétences scientifiques spécifiques. Peux-tu nous raconter comment tu as bâti ton équipe? C'est une très bonne remarque, Renato, merci. Et en effet, sur le slide suivant, je crois que c'est le slide numéro 12, vous voyez le team. Et si vous regardez ces gens-là, et on a encore un recrutement en cours, et j'ai l'impression qu'on ne va pas s'arrêter là, qu'en 2021, on va encore élargir le team. Mais si vous regardez les gens actuels, les 4 gens actuellement qui gèrent nos fonds soins de santé, il y en a 3 des 4 qui sont ce qu'on appelle en anglais un PhD. Et pour Sarah, c'est en Translation Medicine, et pour Gorzia et Servas, c'est en Biochemistry et Biotechnology. Donc, c'est des gens d'un profil assez scientifique. Bon, il faut bien sûr un package financier, et Servas, il a un full CV, mais essentiellement dans notre investment process, c'est vraiment regarder l'efficacité des produits, donc des médicaments. Donc à ce moment-là, on regarde les data cliniques ou l'efficacité de certaines technologies, cardiac devices ou autres technologies. Parce qu'il ne faut pas oublier, si on investit dans ce secteur soins de santé, peu importe quel sous-secteur, ces produits sont consommés pour une seule raison, parce qu'ils aident le patient. Ils ne sont jamais consommés parce que le packaging et le marketing est très beau ou parce que le goût de ces médicaments est formidable. Non, il n'y a qu'une seule raison, c'est l'efficacité, c'est le fait que ça va aider le patient. Et alors, si on investit et on veut regarder la position concurrentielle de ce genre de société, il faut penser plutôt comme un scientifique ou comme un docteur, parce que ces produits sont développés par des scientifiques, ils sont approuvés par la FDA ou la EMA en Europe, approuvés parce que finalement sont des docteurs et prescrits bien sûr de nouveau par des docteurs, ou si c'est des technologies pour la chirurgie par exemple, ils sont quand même utilisés par des spécialistes, par des docteurs. Donc il faut un peu réfléchir dans ce domaine-là. Le côté financier est important, mais surtout, on ne veut pas se tromper côté scientifique, et surtout dans des plus petites sociétés, comme dans la biotechnologie, les plus petites sociétés qui ne sont pas encore au stade commercial, où vraiment on ne peut pas se tromper sur le côté médical/scientifique. Donc, quelque chose que depuis 20 ans on fait pour notre fonds de biotech, c'est vraiment un focus vraiment sur les data cliniques, l'efficacité d'un médicament et la position concurrentielle
des produits. Sur le slide suivant, on peut dire, est-ce que finalement, bon, on a bien fait en faisant ça, ou plutôt bien, on peut dire, sans hubris, que notre fonds biotech sur une très longue période, il a eu beaucoup d'awards, et encore l'award de Morningstar, vous le voyez à gauche en haut, award d'argent de Morningstar. Donc c'est des produits qui ont fait des preuves sur une assez longue période. Et notre fonds d'oncologie, sur lequel on va parler un peu plus tard, a déjà reçu pas mal d'awards, pas sur la performance nécessairement, mais je vais revenir sur la performance, mais sur l'originalité de l'idée et l'impact positif que ce fonds pourrait avoir donc, dans le futur, au côté éthique, côté humain. Et finalement, parce que bon, le test ultime, c'est simplement les actifs qu'on a sous gestion, et c'est au slide suivant, slide 14. On peut dire que, et vous voyez ici les 3 fonds qui sont donc dans le secteur soins de santé. Et les 3 fonds qu'on gère, vous le voyez ici, en bleu, notre fonds de biotechnologie, en orange, un fonds soins de santé dans sa totalité, qu'on gère essentiellement pour notre partenaire très fort en Belgique, Belfius, et en vert, notre fonds d'oncologie qui a été lancé en novembre 15 2018 et qui a déjà connu un succès assez important en termes de collecte de nouveaux argents. Donc l'équipe, on est très fiers de l'équipe, la performance aussi au long terme, parce que bon, on regarde quand même les performances et on juge la qualité de la gestion. On ne regarde pas uniquement l'année en cours, bien sûr, on veut regarder le track à un peu plus long terme. C'est un track qui tient à long terme aussi. Et finalement, les actifs ont suivi ce track record, donc on est très content de ça, d'avoir un impact positif. Et peut-être encore, parce que quand on parle du secteur soins de santé, je veux peut-être juste encore, et je passe au slide 16 ici, juste vous dire un peu simplement, bon, pour quelqu'un qui va intégrer ce secteur dans un portefeuille large d'equity, quel est l'impact? Il est comment ce secteur? Bon, en termes régionaux, et vous voyez ici la répartition du MSCI World Healthcare. En termes régionaux, il y a très peu de surprises. Il y a quand même pas mal des États-Unis, mais si vous regardez le MSCI World, c'est pas trop différent. Et il y a un peu d'Europe, et pour le reste, c'est de l'Asie, essentiellement du Japon et un peu de Chine, etc. Donc c'est une répartition qui n'est pas nécessairement tellement différente d'un MSCI World. Donc très peu de surprises à ce point-là. La même chose pour les devises qui seraient, si ce n'est pas hedgé, qui seraient dans ce genre de structure. Et si on parle de secteur, ou plutôt de sous-secteur, parce qu'il faut parler un peu de sous-secteur, si on parle de soins de santé, les gens pensent aux médicaments, bien sûr, directement. Et c'est vrai, la pharmacie, les sociétés pharmaceutiques représentent 44%, mais ça veut dire qu'il y a une bonne moitié qui n'est pas société de pharmacie, mais qui est par exemple healthcare technology, equipment and suppliers, donc c'est des manufacturiers de l'équipement scientifique par exemple, qui est utilisé pour la recherche, mais aussi pour le diagnostic. La biotechnologie représente 14% de cet indice. Donc c'est quelque chose qu'en termes de sous-secteur est assez large et assez bien diversifié. Donc ici, en termes simplement illustratifs, on voulait donner un peu un overview, vraiment helicopter view de qu'est-ce que ça représente le secteur soins de santé. Merci, merci Rudy pour ces explications. Et donc nous arrivons à la 3e partie de la présentation qui concerne le double impact. On a dit que KOM est capable d'apporter un impact positif pour vous en tant qu'investisseur, mais aussi pour vous et pour la société dans son ensemble en tant que de citoyens, notamment par le biais de notre système de soutien et de support à la recherche. Donc, je te repasse la parole, Rudy. Oui. Et c'est vrai, c'était une des raisons qu'on a lancé ce fonds, ce produit. Donc, bien sûr, on est investisseur aussi. Hein, on veut d'abord un produit qui potentiellement donne un très beau rendement aux investisseurs. Mais il y a aussi une raison plutôt éthique dans le sens que le fonds va investir dans des sociétés, des grandes et des petites sociétés,
qui sont très innovateurs et qui vont développer des produits qui aident à diagnostiquer et à traiter des patients touchés par le cancer. Donc, à la fois ici, dans cette petite présentation, je vais un peu parler comme investisseur, mais aussi côté éthique, côté vraiment le besoin médical de traiter des gens. Et si on passe au slide 18, on avait dit que donc, le vieillissement de la population est quelque chose qui est un support pour ce secteur. Eh bien, c'est encore plus le cas pour le secteur de l'oncologie ou le sous-secteur de l'oncologie. Parce que de nouveau, si on met une sorte de carve-out et on propose un nouveau produit, un nouveau fonds, on doit être sûr, bien sûr, que point de vue investissement, ça tient vraiment la route et qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire se focuser sur le cancer aussi en termes d'investissement, ça tient la route. Et plus encore avec beaucoup d'autres maladies, vous voyez ici sur le chart à gauche que l'incidence de cancer est très liée avec l'âge. Et à partir de 60 ans, ça devient quelque chose de très réel et ça monte assez linéairement, mais assez brutalement aussi avec l'âge. De nouveau, malheureusement, il y aura beaucoup plus de patients touchés par cette collection de maladies, parce que ce n'est pas une maladie. Et heureusement, il y a pas mal de progrès scientifiques et c'est ça où le fonds veut stimuler la recherche, mais je vais y revenir un peu plus tard. Slide suivant, juste un tout petit overview de historiquement comment est-ce qu'on peut traiter le cancer. Et vous voyez à gauche, pendant la Deuxième Guerre mondiale, actuellement, on a découvert plutôt l'effet de la chimiothérapie. Et depuis 50 ans, la chimiothérapie était vraiment le traitement pour le cancer. Et on a amélioré le traitement et la chimio utilisée, mais finalement, c'est quelque chose qui est très toxique et dont l'effet positif ne tient pas trop longtemps. Et le cancer commence à muter et à revenir. Donc, c'était pendant 50 ans, malheureusement, il y avait assez peu de vraies innovations. Alors, la technologie, la biotechnologie et la technologie en général est allée au rendez-vous. Avec les anticorps, et si vous vous souvenez, l'illustration de cette cellule de cancer et les récepteurs à la surface, eh bien, c'est en 97 et en 98 que les premiers anticorps, les premiers médicaments qui se basent sur ce genre de technologie ont été approuvés. Et depuis lors, donc, il y a eu pas mal d'innovations. La kinase inhibiteur en 2006, 2011, l'immuno-oncologie, donc mieux utiliser notre système immunitaire pour combattre le cancer, parce que le cancer interacte avec notre système immunitaire et l'affaiblit. Et cette interaction, on peut la bloquer par certains médicaments. En 2017 encore, les engineered T-cells, donc la thérapie cellulaire, etc. Donc, le progrès, depuis les années 90, le progrès est spectaculaire, mais malheureusement, il reste encore beaucoup à faire parce qu'on ne peut pas vraiment guérir les patients à grande échelle, pas encore. Si je pense de nouveau un peu point de vue investissement, et je passe au slide 20, est-ce que, de nouveau, est-ce que ça a du sens de se focuser sur le secteur d'oncologie, point de vue purement investissement? Et vous voyez ici, donc, tous ces bulles colorées, c'est les grandes classes de maladies. Vous voyez, il y a le cardiovasculaire, le respiratoire, l'hématologie, etc. Et l'oncologie, vous le voyez, c'est une bulle assez grande et la taille de la bulle donne quelque part l'importance du marché. Et c'est le marché des médicaments annuels en dollars. Et ça, c'est l'axe vertical. Et donc, les médicaments en oncologie, c'est la plus grande catégorie déjà maintenant. Enfin, c'est en 2018 que ce chart a été fait. Et la croissance attendue, vous le voyez dans le chart horizontal. Et là, de nouveau, c'est l'oncologie dont on prévoit la croissance la plus importante. Parce que A, le nombre de patients monte, B, l'innovation est au rendez-vous. Vous voyez que donc ça a du sens, point de vue purement investissement, ça a du sens de nouveau se focuser uniquement sur l'oncologie. Et pour donner un peu le caractère du fonds, et je passe au slide suivant, au 21, si vous vous souvenez, notre fonds de biotechnologie, c'est un fonds qui va regarder toutes les maladies, mais d'un point de vue médicament. Ce fonds-ci va se focuser sur une grande maladie, mais d'un aspect très large. Donc, ça commence à gauche avec la recherche, donc toute société qui va développer des produits pour la recherche contre le cancer va être dans l'univers et potentiellement
dans le fond. Et les exemples des sociétés, c'est uniquement des exemples, ça ne veut pas dire qu'ils sont représentés dans le fond. Donc, deuxième pilier très important, c'est le diagnose. Un diagnose précoce fait la différence entre la mort et la survie, souvent. Donc, mieux diagnostiquer avec des technologies qui sont mieux basées sur une prise de sang, par exemple, au lieu d'une endoscopie, très important. La technologie commence uniquement à le permettre et ce genre de société, on va supporter aussi. Une fois qu'on l'a diagnostiqué, donc malheureusement, il faut mieux comprendre ce cancer. Donc, quel est le profil génétique? On a parlé de ces récepteurs sur la surface. Il y a pas mal de mutations très spécifiques qui font qu'un cancer est un cancer. Donc ça, il faut mieux comprendre parce que de plus en plus, les médicaments ciblent ce genre de mutations très spécifiques. Donc, tout équipement qui va aider à faire ça va rentrer dans l'univers. Finalement, il faut traiter. Une fois qu'on a diagnostiqué et compris le cancer, il faut le traiter par des meilleures technologies, chirurgie, radiation, etc. Aussi, ça va aussi être dans notre univers. Et finalement, bien sûr, à droite, et par encore des meilleurs médicaments. Il y a eu beaucoup de progrès, mais encore des meilleurs médicaments. Le slide suivant donne un peu l'univers et le processus d'investissement. On a relativement peu de temps, donc je ne peux pas être extensive ici. Donc, juste sur le slide 22 que vous voyez ici, l'univers en principe, c'est toute action cotée avec une capitalisation de plus de 100 millions de dollars, parce qu'on ne va pas plus bas. Et on a un filtre et on utilise Bloomberg, mais aussi des softwares spécialisés comme AlphaSense pour trouver des sociétés qui sont liées à tout ce qui est autour du cancer. Donc, on va chercher sur des buzzwords comme oncologie, cancer, liquid biopsy, toutes sortes de mots pour trouver toute société qui serait d'une manière ou d'une autre liée à la recherche contre le cancer ou le combat contre le cancer. On va en trouver, et ça dépend bien sûr, c'est un chiffre qui est illustratif, autour de 300. Et pas mal, une moitié plus ou moins, la relevance n'est pas assez. Comme un IBM, par exemple, typiquement, IBM va retomber de ce genre de recherche, mais malheureusement, Watson, Dr. Watson chez IBM, c'est 2 ou 3% du chiffre d'affaires, c'est pas assez relevant. Donc, il faut quand même que la relevance soit un peu plus. Et il nous reste autour de 150 sociétés et on va finalement en sélectionner autour de 50 à 70 pour être dans notre fonds. Les slides suivants parlent du processus d'investissement, mais malheureusement, je vais devoir passer. Il suffit de dire que, comme en représentant le team, j'ai dit que notre focus vraiment est sur les data cliniques et sur l'efficacité. Et sur le slide suivant, le slide 24, vous voyez un peu tout ce qu'on regarde. Si on regarde surtout les petites sociétés qui ne sont pas encore commerciales, qui sont beaucoup plus volatiles et dont on ne veut pas se tromper. Questions médicales, questions scientifiques. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc ça, c'est notre savoir-faire vraiment, et qu'on le fait depuis 20 ans. Notre savoir-faire, c'est vraiment regarder l'efficacité des produits et surtout des médicaments dans ce secteur. Ça compte pour les petites, mais aussi pour les grandes sociétés où on va extensivement analyser le pipeline aussi, même le pipeline en amont, early stage, des grands laboratoires de pharmacie. Où est-ce qu'on trouve cette data? Et le slide 25 l'illustre un tout petit peu. Et heureusement, dans ce secteur, pour pas mal de raisons, aussi des raisons éthiques, toute société active dans ce secteur, quand il y a des data cliniques, donc des essais cliniques, ils vont les donner dans le domaine public. Ils vont les présenter d'abord par une publication ad hoc et avec beaucoup de détails alors à des conférences scientifiques médicales que vous voyez au centre, ESMO, ASCO. On a pour le moment SITC, Society pour immunothérapie du cancer. On aura ASH en décembre, American Society of Hematology. Donc, il y a plein de ce genre de conférences où tous les détails sont présentés aux docteurs, mais aussi aux investisseurs qui se prennent la peine. On a un database spécialisé, Biometracker, que vous voyez en bas à droite, qui donne vraiment tous les médicaments qui sont en cours de développement, de phase 1, même de préclinique jusqu'à commercialisation. Et on va vérifier, bien sûr, vous le voyez à droite, avec les managements. On est bien sûr en contact avec les managements des sociétés dans l'univers, mais aussi avec des docteurs indépendants, ce qu'on appelle des key opinion leaders, donc les docteurs
ou des spécialistes qui suivent les patients et qui traitent les patients. Et sur le slide suivant, on explique un tout petit peu. On passe par une société qui s'appelle GLG et qui a un Rolodex important donc de spécialistes à tous les domaines. Ça peut être manufacture, si un anticorps est très difficile à manufacturer, ça peut arriver qu'on désire parler à un spécialiste dans ce genre de manufacture, mais souvent c'est des docteurs qui traitent ce genre de patients. Bon, c'est de l'input, leur opinion, c'est de l'input. Ce qui compte, bien sûr, c'est notre opinion, mais c'est de l'input parmi beaucoup d'autres inputs, parce qu'on veut être sûr que quelque part, on ne se trompe pas. Je vais vite parler de la performance du fonds, très important, parce qu'on est quand même investisseur aussi. Vous le voyez sur la slide suivante, donc le 27. Depuis le lancement, le fonds a bien évolué. Donc, bon, c'est une période relativement courte, juste pas 2 ans, mais on est quand même très fiers d'avoir une performance assez bien qui est volatile, un peu volatile, bien sûr, parce que surtout les petites sociétés ont une certaine volatilité. Vous voyez aussi la correction là, en mars-avril de cette année-ci, mais c'était parmi les fonds qui ont le plus vite récupéré, qui ont le plus vite fait des nouveaux highs et qui ont le plus vite fait des nouveaux all-time highs. Ce fonds était parmi ce genre de fonds dans notre gamme qui a le plus vite récupéré parce que certaines sociétés ont quelque part aussi profité, pour le dire comme ça, ont eu un impact positif parce qu'ils luttent contre la pandémie. En absolu, et je vais passer au slide 29 ici directement, la performance, encore une fois, depuis le lancement, c'est un fonds qui n'est pas strictement benchmarké, bien sûr. Il n'y a pas un benchmark d'oncologie qui est relevant. On le met ici contre le MSCI World Healthcare parce que c'est un fonds qui va investir dans pas mal de sous-secteurs aussi du grand secteur soins de santé. Donc, il y a certaines caractéristiques d'un fonds normal soins de santé, même s'il se spécialise sur une maladie. Donc, c'est un reference index très large qui, à long terme, on veut le battre. On peut dire, heureusement, on l'a déjà battu pas mal. On a eu une performance bien au-dessus de cette référence. Donc, je n'ose pas dire qu'à ce rythme-là, on peut continuer chaque année, mais on est très content, en tout cas, de la performance jusqu'ici. Donc, Portfolio Construction a été extrêmement bien, poussé, bien sûr, par l'innovation qui est là. Et sur le slide suivant aussi, on explique, poussé aussi par la fréquence des acquisitions qui sont typiques pour le secteur soins de santé, pour la biotechnologie, et aussi, bien sûr, pour le sous-secteur d'oncologie. Et vous voyez, en 2018, on avait une acquisition, donc une position déjà qui a été acquise dans le 1 mois et demi que le fonds existait en 2018. Et en 2019 et en 2020, donc si on continue avec les slides, vous allez voir, on en avait 4 en 2019 et on en avait 5 en 2020. Donc, c'est de nouveau un fonds. Donc, si vous pensez aux 50 à 70 positions qu'on a, on a avoir 5 qui ont été repris souvent à des primes assez intéressantes. Donc, c'est quand même quelque chose qui a un impact assez positif sur ce secteur. Et je veux très brièvement un peu dire au slide 31, avant de donner un peu, ouvrir plutôt notre présentation à des questions. On veut simplement dire, OK, ce fonds-là, imaginons qu'on veut l'intégrer de nouveau dans un portefeuille global ou un portefeuille d'action. Quelles sont les caractéristiques? Parce qu'oncologie, c'est un peu flou. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire en termes régionaux, en bas à droite? Vous voyez que de nouveau, ce n'est pas Sylvain d'un MSCI World. C'est de nouveau une répartition qui est relativement, disons, typique pour du global equity. Par capitalisation, en haut à droite, comme notre fonds de biotech, on va vraiment investir dans des sociétés grandes et petites. Donc, on ne va pas se focuser uniquement sur l'innovation qui vient des petites sociétés. Parce qu'aussi dans les grandes sociétés, on voit du progrès très clair. Surtout en oncologie, on voit un progrès très clair. Donc, là où on voit du progrès, on va investir, bien sûr. Mais ce mélange de small cap et big cap donne des caractéristiques intéressantes où les grandes sociétés et les grands laboratoires de pharma, de biopharma, les grandes medical technologies donnent une certaine stabilité parce qu'ils ne sont pas très volatiles, ce qui fait que la volatilité totale du fonds est tout à fait raisonnable malgré sa spécialisation sur une maladie. À gauche, vous voyez les répartitions un peu de nouveau, un peu illustratif, mais en bas à gauche, vous voyez que de nouveau ce fonds est bien reparti sur pas mal de sous-secteurs de MSCI, donc à certaines caractéristiques d'un fonds de soins de santé plutôt large. Et slide suivant, très important, et Renato avait dit on veut avoir un double impact.
L'impact 1, c'est que, bon, on va stimuler, bien sûr, on est investissant, on va aider des sociétés grandes et petites qui développent des très bons produits, très importants. Et deuxièmement, on veut stimuler la recherche vraiment en amont, la recherche qui est faite dans le monde du non-for-profit et en faisant des donations. Donc, Candriam s'engage à donner 10% de la net management fee à des charités qui sont actives, bien sûr, dans le domaine du cancer ou des organismes de recherche qui sont actifs dans le domaine du cancer, dans tous les pays où on est actif. Donc, et vu la taille du fonds, bah, ce genre de donation, ça commence à faire vraiment une différence et à devenir des sommes un peu assez solides. Donc, c'est le deuxième pilier parce que c'est dans le non-for-profit, de very early stage recherche académique où certaines, disons, compréhensions sont faites. On va comprendre mieux les raisons du cancer. Et sur ce genre de notions, les sociétés qui veulent faire un profit, ces sociétés-là vont construire vraiment des produits, développer des produits, des médicaments, des technologies et les commercialiser. Donc, il faut stimuler les deux parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Voilà. On n'aura pas le temps de parler des exemples. Donc, vous avez le slide deck, il y a certains exemples. Ils sont de nouveau à titre illustratif. Ils ne sont pas nécessairement la meilleure performance. C'est simplement pour dire, tiens, ça fait partie de l'univers et il y a un certain progrès scientifique qui est là et qui est très important. Donc voilà, ceci termine ma présentation, mais j'espère que ça a été très utile pour vous et on est bien sûr ouvert à des questions éventuelles. Un grand merci, Rudy, pour tes explications et pour avoir couvert les trois parties de la présentation. Je souhaite rappeler à tout le monde que dans l'outil Zoom, vous avez l'opportunité de poser des questions. J'en ai déjà reçu quelques-unes et en effet, la toute première est, Rudy, comment le fonds s'est comporté en général vis-à-vis de cette crise Covid et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des stocks spécifiques? Oui, c'est une question qui revient beaucoup, bien sûr, vu l'impact de cette pandémie. Si on regarde strictement, purement le secteur oncologie, l'impact de cette pandémie était plutôt neutre, pas beaucoup d'impact. Bien sûr, le cancer étant une maladie très sévère, le traitement des patients a continué, bien sûr. L'accès aux médicaments, éventuellement par e-health et e-prescriptions, etc. Ce genre de prescriptions, ça a continué. Et on le voit d'ailleurs dans le chiffre d'affaires des sociétés commerciales, même le Q3 qui est en train de se développer, enfin, d'être reporté ici, on voit que le chiffre d'affaires était assez bien et souvent a battu les expectations. Donc, sur le terrain même, l'impact n'était pas important. Sur le succès des essais cliniques, ou plutôt trouver des patients qui veulent aller dans un essai clinique, de nouveau, vu la sévérité du cancer, de nouveau, il y a eu très peu d'impact négatif. Donc, de nouveau, c'était plutôt neutre. Donc, ce secteur n'a pas directement été touché à grande échelle. En termes de diagnose, malheureusement, au pire de la crise, en mars et avril, probablement quelques diagnoses n'ont pas été faites bien parce que les gens n'allaient pas à l'hôpital, etc., surtout avec des symptômes relativement flous. Donc, malheureusement, certaines diagnoses ont probablement été mal faites, mais en grande ligne, le secteur n'a pas été très touché. Quand on regarde notre portefeuille, comment il s'est comporté, bien sûr, en mars, au pire de la crise, mars-avril, tout a baissé. Brièvement, toute la bourse était vendue. Le fonds, vous l'avez vu sur le chart, a aussi corrigé. Mais tout de suite, les gens se sont rendus compte que l'impact réel n'était pas là, que ces sociétés allaient très bien. Deuxièmement, c'est un peu au fait qu'on a un focus très important aussi sur l'équipement scientifique, l'équipement qui est vendu au laboratoire, etc. Et certaines de ces sociétés qui sont bien sûr actives, qui vendent de l'équipement pour faire la recherche pour le cancer, ils sont aussi actifs dans l'antiviral. Et dans la diagnose, et le testing market pour le COVID-19, c'est devenu un marché très important. On teste tous les jours des millions de gens. Donc c'est devenu un marché très important. Et certaines de ces sociétés, quelque part, avaient exposure là-dessus et ont eu quelque part un chiffre d'affaires à la hausse. Et ils se sont comportés très bien en bourse. Donc, on est extrêmement content par l'évolution boursière de titres comme Thermo Fisher, par exemple, Holologic,
ou Hologic plutôt, une société qui est très importante pour les diagnostics de cancer au sein avec leur équipement, mais qui, je dirais par hasard, mais bon, qui a aussi une division aussi qui est importante pour diagnostiquer toutes sortes d'infections dans le sang. Et bien sûr, leur technologie s'apprête aussi à diagnostiquer le corona, le COVID-19. Donc, ils en ont pas mal quelque part. Ils ont vendu beaucoup plus de leur équipement et qui a eu un impact très positif sur le cours. Donc, net, en industrie pure, peu d'impact, ni négatif ni positif. Mais vu la composition du portefeuille, un impact net qui était clairement positif et qui en partie explique la très bonne performance du fonds. Merci, merci beaucoup, Rudy. Nous avons aussi une question qui arrive de la part d'un intervenant, notamment par l'outil de Q&A dont je vous ai parlé. La question porte en effet sur comment nous, on regarde les sociétés d'un point de vue de risque extra-financier, hein, donc le risque ISR, et comment on peut collaborer avec nos équipes ISR et comment ça se met en place entre tes équipes d'analyse et les équipes ISR. Très importante aussi pour ce fonds-là. Donc, à la fois, on profite de l'expertise ESG de Candriam en large parce qu'on était pionnier dans ce domaine-là. Donc, ce fonds va appliquer l'intégration ESG que tous les fonds Candriam appliquent. Donc, notre grand team ESG, bien sûr, va regarder tous les titres qu'on a dans l'univers et donner quelque part leur avis, parce qu'ils ont des databases différents, etc. Ils ont de l'input différent. Ils vont donner un assessment vraiment strictement du point de vue ESG, ce que nous, on va intégrer dans notre jugement fondamental de toutes ces sociétés. Donc ça, c'est déjà un pilier très important. Et ça inclut bien sûr certaines exclusion lists. Pour certaines sociétés sont exclues vraiment pour être dans l'univers, de nouveau pour des raisons strictement ESG. Mais deuxièmement, on a quand même aussi dans le team une longue expérience. On fait quand même de ce secteur soins de santé depuis plus que 20 ans. Et si nous, on regarde, parce qu'on regarde les essais cliniques dans tous les détails, si nous, on voit que dans le comportement, le type de patient qui est vraiment mis dans les essais cliniques, etc. Si nous, on détecte un comportement qu'on juge un peu discutable, bien sûr, on va en tirer les conclusions aussi. Et cette société ne va pas être dans l'univers et certainement pas dans le fond. Donc, il y a vraiment un double check par le team ESG, mais aussi grâce à notre longue expérience à vraiment dire ce essai clinique est bien fait, oui ou non. Parfait. Merci, Rudy. Nous avons une autre question qui est un peu spécifique sur un stock en particulier. La question porte sur le stock Biogen et sa récente chute en bourse. Voilà. Je ne sais pas si tu souhaites commenter. Oui, bien sûr. Bon, en principe, publiquement, on ne peut pas vraiment parler ou donner des price targets sur des sociétés individuelles. C'est une question de compliance. Donc, je vais garder un peu cette discussion dans le scientifique. Et Biogen, le futur de Biogen dépend vraiment d'un médicament qui est en essai clinique, qui a passé les phases 3, qui s'appelle aducanumab et qui est développé pour Alzheimer's, la maladie d'Alzheimer's. Et c'est une maladie où tout a échoué. Tout le monde a échoué. Donc, le produit aducanumab, le modus d'opération est connu et autres médicaments utilisés. C'est un anticorps contre le bêta-amyloïde, mais tout le monde a échoué. Les caractéristiques du molécule de Biogen sont légèrement différentes. Les essais cliniques étaient raisonnables, pas plus que raisonnables, parce qu'ils n'étaient pas vraiment bien exécutés. Pas une question d'ESG, mais en termes vraiment scientifiques. Bon, ils auraient dû avoir plus de gens dans les essais cliniques, etc. Donc, la discussion, elle est éternelle. La discussion sur l'efficacité de ce produit est éternelle. Vous allez mettre 15 spécialistes ensemble dans une salle, et bien, il y a peut-être 7 qui vont dire c'est bon et 8 qui vont dire c'est pas bon, et vice-versa. Donc, c'est une longue discussion. D'ailleurs, nous, dans le team aussi, on est très partagés là-dessus. On dirait, bon, probablement va être approuvé, même si le panel de la FDA récemment était très négatif. Et d'ailleurs, ça explique la chute du titre. Donc, ici, c'était une très bonne question parce que c'est vraiment le médicament. Si je regarde les 10 dernières années, c'est un des médicaments où la discussion est vraiment la plus difficile.
la plus difficile. Et vous allez trouver des gens qui disent, mais non, il faut que ce soit approuvé. Vous allez trouver des gens qui disent, mais non, no way. D'ailleurs, ça se reflète dans l'outcome du panel. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas en faire une position super importante. D'ailleurs, ce n'est pas une question du fonds oncologie, mais dans un fonds soins de santé, on ne peut pas en faire une position super importante. Est-ce que Biogen, en soi, c'est un très bon marché comme société, mais le business actuel va être en léger déclin. Donc, tout dépend vraiment, est-ce que la FDA, fin d'année, va approuver ce médicament, oui ou non? Et c'est une discussion très difficile. C'est un des rares cas où on ne peut vraiment pas dire oui ou non, parce qu'en général, on a une opinion très tranchée. Mais ici, c'est un des rares cas où c'est vraiment, c'est ni noir ni blanc, c'est gris, et je n'ose même pas dire que c'est gris foncé ou gris clair. C'est vraiment une discussion très difficile. Je dis toujours aux gens dans mon équipe, si vous avez ce genre de discussion, imaginons que vous êtes le patient, vous prenez ce médicament, oui ou non. Alors, dans ce cas-là, moi, je dirais oui, je le prends. Et ça donne un peu une réponse, je trouve. Donc, j'aurais tendance à dire que ça devrait être approuvé, mais je vois très clair les arguments négatifs aussi. Ce n'est pas un médicament super efficace, ce n'est pas super efficace, mais c'est un premier pas. Dans pas mal de maladies, le premier pas n'était pas formidable. La sclérose en plaques, les premiers médicaments, ce n'est pas formidable. Mais 20 années plus tard, on a vraiment construit sur ces premiers succès et on a construit des médicaments qui sont beaucoup plus efficaces. Donc ici, ça devrait. Donc ça mérite d'être approuvé, mais ce n'est pas une conviction forte et c'est une discussion qui est vraiment parmi les plus difficiles de tous les secteurs. Je ne peux pas dire un price très bon marché. En grande ligne, vous regardez le cours bénéfice, le free cash yield, c'est très bon marché. Mais il faut savoir que le business existant va être lentement en déclin. Le reste du pipeline n'est pas bon, donc tout dépend d'Aducanumab. Merci Rudy. Et peut-être une toute dernière question de perspective. Donc, tu as parlé du progrès qui a été achevé dans la lutte au cancer. Quelles sont un peu les nouvelles technologies? C'est quoi l'avenir pour terminer sur une note d'avenir et de perspective? Oui, en général, pour les soins de santé, bien sûr, c'est une évolution continuelle en termes de technologie, si c'est des technologies médicales ou des médicaments. Plus spécifiques en oncologie, on a notre slide, le dernier slide 39, si on, enfin, le dernier slide de la présentation, qui donne un peu cette idée. La philosophie du fonds, c'est espérer quelque part, avec ce fonds, d'aider à un futur où le diagnostic de cancer n'est pas nécessairement une sorte de peine de mort, mais que le cancer peut être une maladie chronique qu'on va traiter chaque fois que le cancer revient ou riposte avec un autre médicament et que finalement ça devient une sorte de maladie chronique et peut-être que même le patient va mourir d'une autre maladie même, ou même, encore mieux, qu'on peut vraiment guérir complètement ce cancer. Donc, et pour ça, on doit encore mieux comprendre et si on continue forward sur ce slide, il y a toutes sortes de cases qui vont s'ouvrir. Il faut mieux encore comprendre vraiment spécifiquement qu'est-ce qui fait qu'une cellule de cancer devient une cellule de cancer. Quels sont les drivers, comme on dit en anglais, et comment est-ce qu'on peut les bloquer. À ce moment-là, on comprend à quel point le métabolisme d'une cellule et de notre corps est extrêmement complexe et que souvent le cancer riposte et va, s'il est dépendant d'une certaine, ce qu'on appelle pathway, pour sa croissance et sa multiplication et pour ne pas être touché par le système immunitaire, si on le bloque, il va surdévelopper un autre pathway, un autre chemin pour échapper. Et alors, il faut bloquer ce chemin. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va peut-être devenir une maladie chronique pour pas mal de cancers où on doit, en séquence, les médicaments. Donc, ça, c'est un peu le futur. Mieux comprendre vraiment pourquoi une cellule de cancer est une cellule de cancer, qu'est-ce qui la rend spécifique et qu'est-ce qu'on doit bloquer, comment est-ce qu'on peut bloquer. Et mieux comprendre l'interaction du cancer avec notre système immunitaire, de nouveau qui est quelque chose d'incroyablement complexe. Et on comprend maintenant, on commence à comprendre uniquement à quel point le cancer va influencer notre système immunitaire à tous les points afin d'échapper ou ne pas être touché par le système immunitaire qui normalement va tuer bien sûr toute cellule anormale. Et mieux comprendre ça et avec des médicaments interagir là, dans cette
donc bloquer cette interaction entre le cancer et notre système immunitaire, ça c'est très important pour le futur aussi. Donc on a de très bons espoirs. Il y aura des échecs, comme toujours, il y aura des échecs, mais en général, je suis sûr que 10 ou 15 ans d'ici, on aura encore des médicaments bien mieux. Et encore plus important, on aura aussi des façons de diagnostiquer le cancer beaucoup plus facilement. Des cancers difficiles comme le pancréas, on va peut-être le diagnostiquer avec une prise de sang. Tandis que maintenant, c'est très difficile et diagnostiqué beaucoup trop tard toujours. Donc là aussi, je suis sûr qu'on aura des progrès avec des échecs à gauche et à droite, mais que finalement, l'innovation humaine va donner des solutions et on va pouvoir traiter tout ça mieux dans un futur. Donc, l'évolution était jusqu'ici, il y a eu de très beaux progrès, mais je le vois comme les premiers pas uniquement pour arriver à un futur qui est encore beaucoup mieux, où vraiment on peut, pour la majorité des cancers, la majorité des cas, donner beaucoup d'années de vie extra, pas juste prolonger de 6 mois comme souvent c'est avec la... Merci beaucoup pour ces propos qui nous font bien espérer. Merci encore pour avoir partagé avec nous tous ton savoir-faire et les derniers détails du secteur et de notre fonds oncologie. Je profite pour rappeler aux personnes connectées que d'ici la fin du mois, on va partager avec vous une enquête de satisfaction sur les services et les produits de Cambriam. Et je souhaite vous rappeler que le 26 novembre, vous êtes tous invités au deuxième rendez-vous des ESG Talks, donc de ce rendez-vous sur l'ISR promu par l'Académie Cambriam du développement durable. Merci d'avoir participé et au plaisir de vous reparler bientôt. Merci à tout le monde. Bonne journée.